Le problème, c'est qu'au-delà de ces batailles d'eau plutôt bon enfant, Hamza multiplie aussi les incivilités. On l'a vu bloquer la circulation, pousser des gens dans le canal, agripper le pied d'une personne qui était assise pour la faire tomber dans l'eau. Attention! 3 femmes ont été blessées, dont 2 grièvement par un homme armé de 2 couteaux. Les faits se sont déroulés près de la porte de Clichy en fin de matinée dans le 17e arrondissement de la capitale. Fumigène, véhicule à contresens et même partie de foot sur le périph'. Le PSG est sur le toit de l'Europe et si après le sacre, la fête a battu son plein à Paris, des débordements ont aussi eu lieu. Et bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. C'est déjà la fin de l'épisode, puisque vous avez compris grâce à ces clips pourquoi Paris était un shithole. Merci à tous, à la semaine prochaine, abonnez-vous et mettez un like. Non les copains, je vous rassure, ça ne fait que commencer. Parce que là il y a un sujet, on n'en parle pas assez, Paris est un gigantesque trou à merde. Il ne se passe pas 3 jours sans qu'une dinguerie n'arrive, et quand tu y mets les pieds, tu comprends en moins de 24 heures à quel point c'est l'enfer. Il y a non seulement les faits divers, mais aussi tout le lifestyle latent qui tendent à ce que les excréments s'accumulent pour en faire un bon gros tas de merde des familles. Donc, il faut qu'on en parle, il faut que je vous fasse prendre la pilule rouge. Si vous pensez que Paris est une ville magnifique où l'on peut habiter, s'il vous plaît, ouvrez la bouche et avalez cette foutue pilule rouge pour sortir de la matrice. C'est tout le concept de l'émission en fait. Vous ouvrir les yeux sur la réalité, parce que là il y en a un paquet qui sont comme les 3 statues de singes. Je vois rien, j'entends rien et je ferme ma gueule. Donc accrochez-vous les amis, ça va clasher aujourd'hui. Les épisodes 3 et 4 de La Matrice parlaient de Lyon et à quel point cette ville était devenue un shithole, mais sa grande sœur, son modèle, a toujours été Paris. Je vous invite à les écouter d'ailleurs, vous allez vous taper une barre. Donc en matière d'exemple, Paris a toujours été une source d'inspiration. Et des inspirations, les amis, Dieu sait à quel point il y en a. Là, aujourd'hui, le personnage, ça va être vous et moi. D'accord? On va pas faire dans la dentelle. J'annonce pour les néophytes du podcast, oui, il va y avoir de la mauvaise foi. Oui, ceux qui habitent à Paris et qui aiment Paris, vous allez me détester. Mais c'est pas grave, on y va quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près comme toutes les meufs, ma femme a gardé un bon souvenir de Paris. Donc elle tenait vraiment à ce qu'on y aille. J'ai toujours refusé, parce que j'y étais déjà les 3 fois. À l'époque, c'était pas pire, et j'étais surtout très jeune et aveugle. Mais de ce que des amis m'en disaient sur son évolution, et avec tout ce que je voyais dans les externes, il y a à peu près rien qui me donnait envie d'y foutre les pieds. Mais t'imagines bien, j'avais pas encore tout fait à Paris, et je me suis dit naïvement que c'était important de faire visiter la capitale à mon gamin. Je vais aussi l'emmener à Disney au passage, et je vais faire plaisir à madame. Quand t'es trentenaire et que tu aimes ton pays, pour toi, ça te semble normal, même primordial dans l'éducation de ton enfant, que celui-ci connaisse la capitale de son pays. Donc allez, c'est bouquet, on part 5 jours là-bas en avril. Mais quelle erreur, les amis. Quelle erreur. Alors on a fait des trucs stylés, on n'a pas perdu nos 5 jours, mais j'ai vu de ces dingueries, c'était affolant. Donc on a commencé tout de suite par Versailles, parce que aucun de nous ne l'avait encore fait. Effectivement, quand tu arrives là-bas, le quartier est assez mignon, et le château en termes d'architecture extérieure, il en jette, ça on peut pas lui enlever. Ma femme et mon gosse commencent à faire la queue pour entrer. Bien évidemment, on avait pris des places avant, et moi, donc je m'éclipse pour aller pisser. Donc là, la purge commence. Tu as une queue pour les sanitaires féminins qui fait 400 mètres. Et je vous jure que j'en rajoute pas, t'as littéralement l'équivalent d'une piste d'athlétisme pour aller changer ton tampon. Donc en fait, tu as un long couloir de l'entrée jusqu'aux escaliers et 2 étages remplis de nénettes qui sont en train de retenir leur vessie. Là, il y en a au moins pour 45 minutes d'attente. Bravo, bienvenue à Disneyland. Sauf qu'à l'arrivée, c'est un manège de chiottes sales. Et encore, je mens, parce que même à Disney, il y a des chiottes partout. C'est toujours propre, et t'attends 5 minutes à tout casser. Bref, moi j'arrive chez les mecs, et je suis à 2 doigts de dégueuler. En fait, je dois faire d'apnée, parce que tous les urinoirs sont bouchés, et tous les urinoirs débordent de pisse. C'est pire qu'une boîte de nuit. Donc là, en fait, je bats le record du monde de retenue de respiration, et je bats aussi le record du monde de distance de pisse. Bah oui, je peux pas m'approcher du pissoir. J'ai pas trop envie de me prendre des éclaboussures de mélange de pisse de chinois, d'anglais et d'espagnol, en fait. Ça me botte pas. J'ai pas envie de me choper une maladie. Bon, je ressors de là, je suis traumatisé. Je demande à ma femme combien on a payé les places. Elle m'annonce un nombre à 3 chiffres. J'avale ma salive, devenue très amère, et on va faire la queue. Donc là, t'arrives à l'aéroport de Versailles.
il faut ta pièce d'identité, c'est marqué en gros de partout que tu dois la préparer, et tu as un scanner avant de pouvoir rentrer. Moi, comme un con, j'ai laissé tout dans la voiture. Je cherche donc mon passeport pris en photo sur mon téléphone. Il n'y a pas de réseau alors qu'on est en 2026 et à Versailles. Ça finit par arriver pour que finalement, une nana qui parle à peine français ne me contrôle même pas et nous laisse passer. Oui, oui, je sais, ça commence fort. Attendez, c'est pas fini, ça va aller crescendo aujourd'hui. On rentre donc enfin dans le château et c'est nul à chier. Je me suis jamais fait autant chier dans une visite en fait. Et je comprends pourquoi je me suis fait cuck. Alors déjà, le monde est infernal. C'est normal que ce soit blindé, on parle de Versailles quand même, mais la restriction d'heure qu'on nous a vendue ne semble pas exister. Pour vous la faire simple, au moment où tu réserves ton billet, tu as des créneaux à respecter pour que ta visite, que tu as choisie au préalable, n'ait pas une trop forte affluence, pour que ce soit digeste. Mais ça sert à rien en fait. C'est tellement bouché que tu ne peux pas profiter un seul instant de ce qu'il y a à voir. Tu te sens oppressé par ceux de derrière qui veulent vite prendre ta place, mais tu peux rien faire contre ceux de devant. Tu as le crâne dégarni et luisant d'un roast beef sous les yeux, un groupe d'hispaniques qui écoute une guilde qui hurle des histoires pas intéressantes sur comment telle fille du roi faisait sa toilette, et des gamins qui en ont rien à secouer, qui devraient pas être là, et qui courent de partout. Donc même si tu veux te poser un moment devant un tableau, t'as pas le cerveau apaisé pour en profiter pleinement. Et de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Je comprends que je me suis fait cuck quand je lis les premiers panneaux. Moi, dans ma tête, Versailles, c'était ultra stylé. Bah non, en fait. Le château a été pillé pendant la Révolution française et on a tenté de récupérer quelques breloques euh, pendant les années qui ont suivi. Apparemment, ça a un peu réussi. Pour moi, c'est du flan parce que majoritairement, c'est vide. Donc, c'est composé de chambres et de tableaux. Donc, tu vois des lits et des tableaux. Voilà. Quand tu sais que c'était toute l'aristocratie française qui a vécu là-bas, tu comprends que tu en es très éloigné. Et pour toi, il n'y a aucun intérêt. Voir les tronches de princesses qui n'ont rien accompli de leur vie et qui ont vécu le grand luxe pendant que les paysans se faisaient taxer tout leur blé, ça fait pas rêver en fait. Moi, ce qui me fait rêver, en tant que Savoyard, c'est les châteaux forts. C'est tout le monde médiéval. Là, c'est stylé. Là, il y a une histoire. On est toujours sur des ducs et des comtesses, donc des gens éloignés du peuple parce qu'ils sont très aisés, très riches, mais il y a une putain de vie dans les châteaux médiévaux. Tu vois comment étaient foutues les cuisines, tu vois comment ils faisaient passer les plats par des systèmes d'ascenseurs, tu vois les tables où les convives dînaient, comment elles sont dressées, comme à l'époque. On t'explique d'ailleurs pourquoi on utilisait des nappes comme serviettes et pourquoi on utilisait l'auriculaire comme instrument pour se servir en épices. Ce qui explique pourquoi on mangeait à l'époque avec le petit doigt levé. Il y a les salles d'armes et d'armure avec d'énormes épées que 80% des hommes aujourd'hui seraient incapables de lever. Il y a des bibliothèques remplies de livres, de gros grimoires. Les tableaux sont ultra stylés parce qu'ils dépeignent certes les portraits des maîtres des lieux, mais aussi des scènes de guerre et de bataille. Bref, là t'en as pour ton compte. À Versailles, à part quelques grands tableaux et des jardins qui effectivement sont magnifiques et bien entretenus, j'en retiens rien. Je me suis fait chier. J'ai atteint aucune forme de spiritualité et je me suis rendu compte à quel point j'étais éloigné de tout ce qui a pu se passer dans ce château. Même le palais des glaces était ultra décevant. On voulait aussi visiter la chambre du roi, mais en fait, il y avait tellement un monde, c'était imblairable. T'avais pas envie. T'avais déjà l'impression d'être un Disney, sauf qu'en fait, tu peux pas prendre de coup de fil. Donc, en fait, on s'est cassé. Les amis, c'est un bait, Versailles. Là, j'avais un goût amer dans la bouche. N'y allez pas. Gardez votre argent, c'est vraiment un conseil d'amis. Donc bon, on se casse de là, et je propose d'aller vers Montparnasse. En fait, mon gamin a regardé la tour Montparnasse infernale il y a un mois, il a adoré, il a rigolé, parce que c'est des blagues d'Eric et Ramsey qui font marrer les enfants, et moi, je garde un super souvenir de cet endroit. Quand j'y étais allé en tant qu'enfant, et que je suis monté tout en haut, donc vas-y go, il va kiffer le gamin. Erreur numéro 2, j'aurais dû me renseigner. Tout est fermé. La tour est complètement fermée. Le centre commercial juste en dessous est à l'abandon complet. C'est un film de zombies. Il y a 3 magasins qui survivent, tout le reste est barricadé et dans le noir. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce quartier qui était ultra stylé a disparu. Je me renseigne et verdict, fermeture pour rénovation. Il y a eu du désamiantage, normes de sécurité obsolètes, il faut que la tour soit plus moderne, donc la copropriété a voté à 99% la fermeture le 31 mars 2026 avec 650 millions de travaux à la clé. Là, il y a quelques jours, le 26 juillet, des baies vitrées sont tombées et se sont fracassées dans les rues en dessous, qui elles aussi ont été fermées. Donc oui, effectivement, tu peux te dire qu'il y avait besoin d'un coup de propre.
Mais je me demande comment on n'a jamais pu anticiper ça. Comment on en vient à fermer un building entier sans que des travaux progressifs aient eu lieu? C'est quand même triste de devoir fermer jusqu'à 2030 un tel monument. Mais bon, je suis pas expert dans la matière, donc pourquoi pas? Mais bien triste pour nous qui nous faisions une joie de monter au sommet. Bon, c'est pas grave, on va accélérer un poil, ça tombe bien. Il y a un endroit où je voulais vraiment aller, le Sacré-Cœur. Je l'avais jamais fait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, donc on est en avril 2026, je suis quasiment sur la fin de la lecture intégrale de la Bible de A à Z. J'adore aller dans les cathédrales et les églises depuis que je suis gamin. Et depuis que j'ai regardé John Wick 4, j'ai très envie de me faire Montmartre. Donc bref, on prend le RER et let's go. En route pour le Sacré-Cœur. On regarde le plan et ma femme me dit, bah faut sortir là. Bah non chérie, c'est trop loin. Regarde, si on sort une station avant, ça sera plus rapide. Et là, elle bug un peu, mais elle sait pas pourquoi. Donc du coup, elle me dit rien, elle me dit pas non, elle me dit bah ok d'accord. Erreur numéro 3. Donc là, on sort à Barbès. Moi, je connaissais pas Barbès. Personne m'avait prévenu. Mais ma femme et mon fils se sont chiés dessus, en fait. On est sorti de la station. On était entouré d'immigrés qui avaient tous des têtes de tueurs. On s'est fait dévisager comme jamais. Et heureusement que j'ai pas un physique de lâche et que j'ai du sang-froid. Parce que là, il fallait en avoir. On a déguerpi de là, illico presto, mais tout de suite, le sentiment de danger est venu. Tout de suite, il y a tous mes sens qui ont été en alerte, en fait. Il y avait toutes les langues qui étaient criées, sauf le français, ça zonnait de ouf, et ça tournait sévère. Mon gamin de 10 ans, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Papa, il y a une drôle d'odeur, j'ai mal à la tête. » Bravo mon fils, tu viens de sentir pour la première fois la drogue. Si ça te fait mal au but, maintenant imagine qu'il y en a qui fument ça. Donc c'est pour ça que toi, tu dois jamais de ta vie t'approcher de cette merde. Non mais en vrai, c'est parfait. Je lui ai fait vivre de plus près le truc. Va y avoir rappel à l'adolescence et je pourrais reprendre cette expérience comme exemple. Tu te rappelles l'odeur et la tronche des mecs à Barbès? Tu veux finir pareil? Bref, on continue notre route. Je regarde dans tous les sens, voir s'il n'y a pas un fou qui va sortir de nulle part. Honnêtement, j'ai peur. Alors oui, vous allez me dire, t'abuses, t'es une tapette, ils sont pas méchants. D'accord, d'accord. Il s'est passé quoi il y a quelques jours, les amis? Y a pas un mec pas loin de la porte de Clichy qui a planté 3 passants? Bon, je vous donne son origine et le dieu qu'il a invoqué ou vous devinez tout seul? Non, pas besoin? D'accord, merci, on continue alors. Oui, gna gna gna, faut pas confondre les islamistes et les musulmans. Bien sûr que non, mais leur point commun, c'est le Coran qui prend le djihad. Je le sais, je suis en train de le lire. Je regarde les commerces aux alentours et je vous jure que j'ai l'impression de pas être en France. C'est full testi crousti tacos, barbeur et épicerie du monde. Il y a rien de français, c'est envahi. On est envahi. Et j'ai beaucoup de mal à croire que 2 pâtés de maison plus loin, on se retrouve à Montmartre. Mais là, c'est pareil. Effectivement, les marches qui précèdent le Sacré-Cœur, tout cet endroit a du cachet. Vu qu'on n'est pas des feignasses, on prend les escaliers. Le gamin s'éclate à crapahuter dans les pentes comme les trailers parisiens du dimanche. Et on arrive en haut, devant ce magnifique monument. On arrive devant le Sacré-Cœur. C'est chargé de foule, mais ça reste respirable. Il y a des rastas blancs qui jouent de la guitare, j'ai envie de les pulvériser, mais je me retiens, on est devant un lieu sacré tout de même. Mais devant ce lieu sacré, il y a un truc qui me brasse. C'est qu'il y a 10 vendeurs à la sauvette. C'est infernal. T'as l'impression que t'es au Maroc et que t'as fait ta sortie de l'hôtel 5 étoiles pour aller au marché. Parce qu'on t'a vendu ça, on t'a vendu le petit tour en carte pour aller au plus proche des autochtones. Mais en fait, tu t'es vite rendu compte que c'était un putain de scam et que tout le monde t'agresse pour acheter une merde. Et si on te répond pas, c'est limite si on t'insulte pas. C'est infernal. C'est infernal. Comment en 2026 on peut encore tolérer ça? Comment on peut laisser des mecs qui te vendent de la merde fabriquée en Chine commercer devant un lieu de culte emblématique de notre pays? Pourquoi on les dégage pas? Pourquoi on dégage pas ces putains de voleurs et d'attrape-nigo? Je vous jure que c'est un but complet en fait. Bon là on regarde la vue sur Paris et d'habitude les vues en hauteur ça me procure des émotions, mais là j'ai rien. Je trouve qu'esthétiquement, vu du dessus, Paris n'a rien de grandiose. Alors je dois sûrement avoir un biais cognitif vu que je déteste la ville, mais je dis pas ça parce que je me tape des randonnées où quand je fais ne serait-ce que 1000 mètres de dénivelé, je vois des vallées, des montagnes, des cols, des lacs et de la nature. À titre de comparaison, je préfère Lyon vu du dessus par exemple. Tu gravis la tour du Crédit Lyonnais où tu vas à Fourvière, et la vue est plus agréable. Bon, ça n'empêche pas que l'odeur de merde remonte, mais il y a du style. Là, c'est fade. Oui, oui, il y a quelques monuments au loin qui agrémentent le décor, mais c'est fade. Bref, on se retourne, et on fait la queue, je suis pas venu ici pour rien. Fort heureusement, c'est gratuit, et c'est rapide. Et là, on rentre dans la basilique, et ça y est, enfin, le premier truc stylé du séjour parisien. C'est vraiment
incroyable. C'est magnifique dedans. Chaque vitrail, chaque tableau, chaque élément est stylé. Je suis pas chrétien, mais qu'est-ce que ça me touche. Et par hasard, il y a une messe. Il y a la messe de 15h. Donc là, je propose à mon gamin de s'asseoir et d'écouter, et comme moi, il est happé par les propos du prêtre. On le voit, il est drapé de blanc, il est projeté aussi sur des écrans, car c'est tellement grand là-bas que si t'es au fond, tu vois pas grand-chose. Il y a des haut-parleurs et surtout, il y a une décoration. Il y a une vraie mise en scène. Donc là, à ce moment-là, c'est l'Eucharistie. Donc tu vois les prêtres tour à tour rompre le pain et boire le sang du Christ, et les fidèles en fin de messe venir faire pareil auprès du prêtre et des bonnes sœurs. Donc moi, j'hallucine. J'avais jamais assisté à aucune messe de ma vie. Et donc là, je tombe pour la première fois, pour ma première messe sur ça. Donc t'imagines que, bon, c'est stylé comme première messe. C'est incroyable. Alors, pas au point de me convertir, mais en tout cas, je trouve ça très bien d'avoir assisté à ça et d'y avoir emmené mon fils et ma femme. Mon fils, qui sait que je lis la Bible et qui vient de voir ça lui aussi, veut acheter une Bible pour enfants dans le Sacré-Cœur. Donc on lui offre. Il a envie de s'y intéresser, il a envie de comprendre, parce que ça va être aussi un peu l'histoire de son pays. Un pays qui est fondé sur des racines chrétiennes. Il comprend pas grand-chose à cet âge-là. Moi, à chaque fois qu'on rentre dans une église, je lui explique qui sont sur les portraits, ce qu'ils ont fait, je lui parle de l'histoire de Jésus-Christ, mais c'est flou dans sa tête, c'est normal, il a 10 berges. Là, à la fin, il m'a fait trop rire. Il m'a demandé si c'était le pape qui faisait la messe. Il m'a tué le mot. Bref, on a passé un bon moment. Il a été sauvé par... alors, je sais pas si c'est des vigiles, mais en tout cas, ils étaient habillés comme des prêtres. Donc, c'est un mélange de vigiles-prêtres, en plus des blacks. Donc, en fait, pendant la messe, les visites continuent. Donc, si tu veux, les gens peuvent rentrer et faire tout le tour de la cathédrale. Donc, c'est très bizarre parce que tu as une cérémonie religieuse, mais des gens peuvent venir et se balader. Moi, je pense qu'ils devraient fermer la visite pendant la messe. Surtout que l'entrée n'est pas payante. Ça rajouterait un peu plus de solennité, mais à la fois, j'aurais jamais pu y assister si ça n'avait pas été ouvert. Donc, j'aurais eu le seum. Mais ce qui m'a surtout foutu le seum, c'est le comportement des gens. Donc, en gros, t'as quand même un prêtre qui est en train de parler à des fidèles, mais à côté, t'as d'énormes fils de pute qui parlent à voix haute. Donc là, ils se prennent direct une reprise de volée pour qu'ils ferment leur putain de gueule par les vigiles, mais trop tard, le mal est fait. T'as des gamins mal élevés qui peuvent pas s'empêcher de courir ou parler fort pendant 2 minutes. Là, c'est pareil. Et enfin, tu as partout dans l'église des panneaux qui te disent que c'est interdit de prendre des photos et des vidéos, mais tu t'imagines bien qu'il y a des grosses teubés qui peuvent pas s'empêcher de le faire. Bah oui, elle est obligée de prendre une photo. Comment elle va pouvoir expliquer à ces 100 connards sur Insta qu'elle était in Paris at the Sacred Heart, que c'était so powerful, so wonderful, mais espèce de connasse, c'est même écrit en anglais, et il y a un logo avec un appareil photo, un téléphone et une caméra, tous les 3 barrés en rouge. C'est quoi que tu comprends pas en fait? T'es dans un lieu de culte, t'as aucune once de respect en fait, espèce d'énorme salope que tu es. Et au moins la décence d'enlever ton putain de flash, bordel de merde. Mais à quel point t'es dans la matrice pour plus avoir aucun savoir-vivre, enfin. Bon bref, après cette petite dose de piété, on quitte les lieux, on passe par Montmartre, et c'est pas pire. Puis, de manière très soudaine, on arrive à Pigalle. Donc là, Pigalle, quand t'as un môme de 10 ans avec toi, c'est un concept, en fait. Lui, le gars, il va en garder des souvenirs toute sa vie, parce que des photos de cul accrochées à tous les murs, t'en as de partout, en fait. C'est infernal. Il y a des godemichés de partout. C'est la décadence totale. Moi, j'y avais jamais foutu les pieds. Heureusement, on était encore en fin de journée. Mais qu'est-ce que c'est que cette décadence? Je sais que le pouvoir, l'argent et le cul régissent le monde, mais franchement, j'y arrive pas, là. C'est pas possible. C'est la perversion et l'assouvissement des pulsions bestiales à un niveau extrêmement élevé. Alors oui, t'as Paris à Amsterdam, le quartier rouge. T'as Paris à la Jonquera, t'as Paris à la frontière espagnole, t'as Paris en Thaïlande, à Phuket, mais bordel, oui, bordel, c'est le cas de le dire, en fait, le monde va mal. Et là, des détraqués t'en croisent, quelle que soit l'orientation sexuelle d'ailleurs. Faut être ouvert, vous allez me dire, alors peut-être pas autant qu'eux, parce qu'eux, ils ont bien le cul ouvert, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de son temps libre. Ok, alors maintenant, je vous laisse faire un choix, d'accord? On va imaginer une situation où vous avez une fille ou un garçon, comme vous voulez, de 25 ans. C'est vous qui choisissez, d'accord? Vous avez le pouvoir de choisir son prochain conjoint, et parmi les candidats, il y a 2 personnes. Les 2 sont propres d'apparence, ils ont une bonne situation, mais la différence est la suivante. L'un ou l'une passe ses week-ends à faire des activités sportives ou nature, et l'autre à se démonter ou se faire démonter à Pigalle. Bon, alors qu'est-ce que tu choisis pour être le géniteur ou la génitrice de tes petits-enfants? Honnêtement, qui
est-ce que tu choisis? Bon, on est d'accord. Naturellement, tu te tournes vers des personnes saines d'esprit, qui n'ont pas des pratiques délirantes. Mais c'est comme les mecs qui se paient des putes. J'arrive pas à comprendre le délire en fait. Quel plaisir tu vas trouver dans les bras d'une femme qui se fait rouler dessus toute la journée et qui simule? C'est quoi le principe en fait? C'est quoi qui tourne pas rond chez toi? Tu participes à ça, t'es complice quand tu fais ça. Tu finances la misère et tu finances peut-être des mecs qui vont faire dans la criminalité avec ton pognon. Tu le sais, mais tu y vas quand même, alors que tu devrais concentrer tes efforts et ton argent à trouver une go valable, même si je sais que c'est de plus en plus dur de pas trouver une nana matrixée par Netflix, Instagram et les filles. Bon, je m'égare. On revient à notre ville de Paname. On a encore fait d'autres choses, vous imaginez bien, mais le constat était similaire à chaque fois. Il y a des incivilités, il y a l'insécurité, il y a un manque de service global hallucinant, à la hauteur d'une capitale mondiale qu'est Paris. Le métro, c'est une purge. T'as un taré, un clodo, un drogué ou une racaille venue de banlieue à chaque virage dans les stations. En plus, ça te coûte une couille à chaque fois. Prendre la voiture à Paris, c'est impossible. Tout est bouché en permanence. C'est ultra pollué. Il y a des camps d'immigrés à chaque point de la ville. Il y a des travaux de partout. Il y a du bruit de partout. Il y a du monde de partout. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre à Paris. Mais pourquoi s'infliger ça en fait? Quel est ce modèle de vie que les Parisiens choisissent? C'est quoi le programme en fait? Faire tes études à Paris que tu vas payer 12 000 € l'année? Essayer d'avoir un stage dans une entreprise minable qui va te maltraiter? Aller de boîte en boîte tous les 2 ans pour espérer une promotion et faire un peu de télétravail dans ton 30 mètres carrés sous les combles où tu crèves de chaud en été et où tu te pèles le cul en hiver? Ne trouver aucun sens à ton travail et déprimer? Te peinter en after work pour faire passer la pilule ou prendre ton rail de coke en soirée pour oublier? Faire une petite balade au canal Saint-Martin où tu te feras arrêter par un gosse de 14 ans qui crie «Voilà, tu passes pas sans me payer!» C'est bien fait, les habitants du quartier. C'est bien fait pour vous. C'est vous. C'est vous qui avez voté pour ça. C'est vous qui avez voté pour Grégoire. C'est vous qui avez voté pour LFI. C'est vous qui avez maintenant la récolte de ce que vous avez semé. Et ensuite, c'est bon, t'as ton boulot, t'es bien payé, tu vas au taf en vélo, tu travailles comme un chien toute la journée parce que tu veux réussir, tu veux grimper les échelons, et après c'est quoi la suite? Tu pars 5 semaines par an te ressourcer, tu pars un peu à l'étranger, ensuite tu rentres à Paname et le cycle infernal recommence. Mais sur tes thunes, tu sais très bien que tu pourras jamais assez coffrer pour te payer un appartement décent. Ou alors tu vas y laisser ta santé au passage. Soit tu vas te choper un cancer à 50 ans, soit tu vas te fader un physique de FDP parce que tu n'auras pas l'énergie ou le temps d'aller à la salle. Et dans le cas très rare où tu y arrives, oui, parce qu'il y en a qui arrivent, il y a de rares privilégiés qui vivent dans des quartiers pas dégueulasses, qui arrivent à concilier une vie saine sans être des moines non plus, avec un travail qui a du sens et qui parviennent à construire quelque chose. Que ce soit un physique, une famille, l'achat d'un logement, tous les 3 à la fois, bref, ça existe. Mais là, on parle d'une poignée d'élus. Est-ce que sincèrement, c'est la vie que tu veux pour ton gosse? Est-ce que tu as envie de le voir grandir dans cet environnement-là? Ouais, mais moi j'ai grandi à Paris, je suis très bien, je suis un titi. Oui, oui, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Là, on est en 2026. Alors là, ton gamin, bravo, tu l'as mis en difficulté hardcore en fait. On n'est pas en mode extrême où il est né au Burkina Faso, au Bangladesh ou dans la bande de Gaza, mais quand même. Regarde ce qu'il va le devoir dodge. Il va devoir dodge la maltraitance à la crèche. Il va devoir esquiver une scolarité avec des enfants d'immigrés qui déjà n'auront pas la même culture que lui et pas les mêmes aspirations que lui. Il va devoir esquiver les prédateurs du périscolaire qui voudront lui faire le cul. Il va devoir dodge la drogue à l'adolescence, le shit, la bœuf, la cocaïne, les shots de gaz hilarant et toutes les pilules, sauf bien évidemment la pilule rouge, ça il va pas y avoir le droit. Il va devoir ne pas se crétiniser avec les réseaux sociaux et pas devenir un mongol fini à la pisse qui doom scroll toute la journée. Il va devoir ne pas se faire convertir à une religion qui n'est pas celle de son pays. Il va devoir dodge toutes les potentielles agressions du quotidien, vol, raquettes, coups de couteau, attentats, viol, harcèlement, j'en passe et des meilleurs. Il va devoir pratiquer une activité physique qui l'épanouit, mais on sait que les infrastructures, que la ville en elle-même, par sa construction et que son gouvernement, sont contre lui, pour qu'il s'épanouisse dans cette direction. Il va devoir, enfin tu vas devoir lui payer une école qui va mettre tes économies à terre, tout ça pour galérer à trouver un stage, puis un emploi, parce que l'IA aura déjà remplacé le diplôme qu'il pensait allait être la panacée, mais vu que tout le monde a pensé pareil, il sera baisé. Il va devoir dodge la matrice gauchiste de Paris depuis des années, où il finira par avoir honte d'être blanc, par devoir supporter les LGBTQ+, qui manifestent pour un pays qui les lapiderait, par baisser la tête
et se mettre en retrait pour laisser place aux personnes racisées, par accepter et se soumettre au grand remplacement. Il va devoir dodge le matraquage de la malbouffe qui fleurit partout dans la ville, et c'est pas prêt de s'arrêter. Tout ça à base de riz mal cuit, de poulet huileux et gras, et de sauces très sucrées transformées. Bon, vas-y, j'arrête, t'as compris. Ça va être une lutte de tous les instants, en fait. Même si toi t'as réussi, ton gamin va devoir batailler comme un chien pour s'en sortir. Alors oui, ça le rendra peut-être plus fort, mais il va tellement prendre cher au passage. Si t'aimes ton enfant, c'est pas la vie que tu veux pour lui. Même si t'es à cheval sur son éducation, tu pourras pas tout voir. Tu auras bien de la chance s'il finit pas complètement pédé et sans saveur. Et quand je dis pédé, c'est pas par rapport à l'homosexualité, c'est en rapport avec une manière de vivre, avec un système de valeurs. Est-ce que t'as envie que ton gamin se balade en trottinette électrique, avec un putain de Bermuda en lin, un sac en toile de jute avec des légumes anciens dedans qu'il cuisinera très mal dans son 40 mètres carrés en buvant une bière bio non filtrée en vrai de grosses tapettes avec son corps frais et vampirique qui a pas vu le soleil depuis qu'elle allait prendre l'air à Deauville? Bon, non. Non, t'as pas envie. Non, parce que c'est la méta parisienne, en fait. C'est pas des clichés que tu vois à la télé, sur YouTube ou dans les journaux. On a perdu toute notion de masculinité, de virilité et de testostérone, en fait. On a perdu les hommes et les femmes qui l'ont voulu s'en plaignent maintenant. Ah bah oui, on nous aborde plus dans la rue. Mais ta gueule, en fait, tu l'as voulu. Tu l'as voulu. Ça sera le prochain sujet du podcast, d'ailleurs, je pense. Et ce petit cuck, en plus, pour trouver son appartement, il a dû monter un dossier d'enculé pour vivre en cage. 2 garants, 3 fois le salaire, 3 fois le loyer, un état des lieux où il s'est fait baiser à l'entrée sur le moindre truc et où il se fera baiser à la sortie sur le moindre petit trou, sur c'est pas assez propre, là vous avez déplacé ce mur, ce meuble contre le mur, ça fait des traces, il faut repayer 2000 euros monsieur s'il vous plaît, merci. Ah bah non, on va vous envoyer des huissiers, des avocats, attention hein. Et toi comme un con, tu vas vouloir payer parce que tu vas te faire baiser. En plus, t'as même pas la place pour garer ton putain de vélo. De toute façon, tu vas te le faire voler. Donc bon. Quelle purge, putain, d'ailleurs. Entre les trottinettes, les scouts, les vélib, c'est une catastrophe. Ça n'a aucun sens. L'automobiliste, lui, il a le droit à rien. Par contre, le reste, c'est roue libre. C'est les rois de la cité. Donc toi, t'es obligé de prendre le métro avec les gens qui fouettent déjà des dessous de bras alors qu'on est en novembre à 7h du mat, mais c'est en détester l'humanité, en fait. Tu perds foi. Tu te mets à haïr les gens. Mais t'as pas envie d'haïr les gens normalement. T'es un peu humaniste, c'est un petit peu ton côté gauchiste. Bon, je suis encore parti dans tous les sens, veuillez m'excuser chers auditeurs, mais vous avez compris que j'exècre ce lifestyle. On est dans une sous-couche bien profonde de la matrice, et peu arrivent à en sortir. Peu arrivent à s'en rendre compte. La plupart vous diront qu'ils sont très bien, qu'ils sont très heureux, qu'ils ont des opportunités, qu'ils ont une vie bien remplie, mais pour moi, ils sont dans le déni. Ils font partie de la masse de population contrôlable où petit à petit, on les prive de leur valeur intrinsèque, qu'elle soit physique ou morale, pour en faire des petits soldats bien organisés, tout en leur faisant croire qu'ils sont libres. Ils pensent être libres. Ils pensent avoir le choix, mais ils sont dans l'illusion totale. Ils sont prisonniers de la capitale. Et c'est assez comique quand tu sais que le pouvoir est centralisé justement dans la capitale. Toutes les décisions de merde qui sont prises par notre gouvernement sont faites à Paris et dans une autre mesure à Bruxelles, mais majoritairement, tous décident à Paname, sans prendre en compte réellement les spécificités régionales. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de Français qui ont envie de retourner à ce format moins centralisé, plus local. Parce qu'ils ont l'impression, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que le législatif et l'exécutif leur chient dessus en permanence en fait. La dernière fois justement qu'il y a eu un trop-plein de queueries du gouvernement, c'était en 1789, quand les Français commençaient à avoir la dalle et que le prix du pain avait explosé, quand le tiers-état a commencé à se dire que c'était pas bien normal que sa voix compte pour R pendant que la noblesse et le clergé se la mettaient tout bien avec leurs privilèges. Bah en fait là, on est dans la même situation. Tu as une bande d'imbéciles qui votent des lois de merde ou à contrario qui n'en votent pas, et au final, c'est ton enfant qui se fait violer au périscolaire ou ta femme qui se fait planter dans la rue par un détraqué qui sortira de garde à vue au bout de 48 heures parce qu'il a des problèmes psychologiques. Non mais bande d'énormes baltringues que vous êtes. Sans déconner, c'est un malade mental. Le mec qui plante des femmes enceintes et on le relâche. Mais toi t'inquiète pas, on t'a bien mis les routes nationales à 80, on t'a bien mis des radars de partout. Ta ministre de la transition écologique va bien se la couler douce en vacances là pour fêter ses 70 ans fin août alors que nos forêts sont en train de brûler, que les pompiers sont en train de se faire chier, qu'il y a des gens qui meurent et ton président viendra serrer la louche aux pompiers pour les remercier et repartira aussitôt. Non mais dans quel pays on vit et par quoi on est gouverné?
Je vous invite à réécouter l'épisode sur le futur président. Ça vous peut-être sortir un petit peu aussi de tout ça. Donc Paris cristallise toute cette mascarade, et ce qui devrait sauter aux yeux de ceux qui habitent ce shithole, c'est justement que les décisions gouvernementales ont un effet prismatique sur eux. Tu voulais plus d'immigration? Tiens, regarde, on t'en met 500 000 par an. On a tout autour de la ville, avec des grands camps de réfugiés, et tu te chieras dessus à chaque fois que tu devras passer par là. L'islam n'est pas un problème dans un pays aux racines chrétiennes? Pas de problème. Maintenant, tu vas même avoir ondé de français, et tu vas te coucher devant eux. Tu vas bien les regarder te coloniser et massacrer tes confrères. Regarde, Samuel Paty, Lola, Dominique Bernard, l'attaque de la basilique Notre-Dame, l'attentat du marché de Moulouse. Bon, c'est quoi le point commun? Bon, vous le savez, le point commun. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Donc oui, il faut pas mettre les gentils musulmans intégrés dans le même panier, mais on doit arrêter de penser qu'il n'y a pas de problème avec l'islam. Combien y a-t-il eu d'attentats au nom du Christ, du bouddhisme ou au nom du judaïsme? Zéro. Zéro. Donc oui, la laïcité c'est bien, mais par contre, la laïcité dit que l'État doit être neutre. Et ça, c'est très important. Il faut bien comprendre que l'État garantit aux citoyens une liberté de culte tant que cela ne trouble pas l'ordre public. Donc, si cela trouble l'ordre public, par un djihad du quotidien, l'État se doit alors d'intervenir. Mais que fait l'État? Combien avons-nous de députés LFI à l'Assemblée nationale? Combien font comme les trois singes? Et comme je l'évoquais il y a 2 minutes, Paris est le catalyseur de tout ça, puisque majoritairement les crimes d'islamistes radicaux sont perpétrés dans la capitale. Donc quand tu sais ça, quand tu sais que tu vas avoir des conditions de vie ou pour te payer un loyer, pour acheter ta bouffe et avoir un travail décent qui te rapporte sans te tuer, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te casses de Paris. Il y en a plein, heureusement, qui ont pris conscience de ça et qui se sont barrés. Parce qu'il y a eu le Covid, certes, mais aussi parce que la plupart ont fait des burn-out. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans un environnement anxiogène comme ça. Il a besoin d'une vraie liberté, de la nature, de choses simples, et pas de toutes ces orgies ubuesques pleines de cocaïne et d'enfilades. Mais en vérité, ce qui va se produire, et ça sera la 12e prophétie du podcast, c'est que Paris va être abandonné par la population française pour être laissé à ceux qui tolèrent et qui veulent que ça devienne un nid à rats complet, et ceux qui profitent du fait que justement ça devienne un shithole. Les Français qui aiment fondamentalement leur pays, qui aspirent à des choses stylées comme, je sais pas moi, le terroir, la convivialité sans intérêt, oui, parce que tout est sous couvert d'intérêt à Paname. Même quand tu te mets en couple, tu réfléchis d'abord à si ça va pouvoir servir tes intérêts. On pourrait l'appliquer à plus large, mais c'est un autre débat. Et donc je disais, ceux qui aspirent à un rythme un peu plus lent, où tu peux prendre le temps, je parle pas de slow life, faut pas déconner, mais te retrouver avec tes compatriotes pour des moments de partage simples, pour retrouver ta culture, pour retrouver ton patrimoine, et pas des expos éclatés multiculturels ou des châteaux d'énormes aristos qui se sont mis plein les fouilles pendant que le peuple crevait la dalle. En plus, on parle de bouffe. Mais la gastronomie parisienne, elle est pas dingue non plus. À part dans les grandes institutions, majoritairement, tu vas te taper une note à 100, 120 balles à 2 pour être entassé sur une terrasse, avoir un serveur qui serait prêt à te pisser, à te chier dessus tellement il déteste sa vie, et des plats tout droit sortis du micro-ondes. Bon, ça fait pas rêver, ça. Il y a un gros décalage, en fait. Oui, je préfère la matinée huître vin blanc du club de foot que le rooftop parisien. Oui, je préfère un week-end rando, trail, trek, peu importe, un week-end café croissant à 12 balles, brasserie m'as-tu vu et match du PSG le soir. Oui, je préfère la petite guinguette avant le repas du dimanche midi avec Bernard, Gérard et Paulette en train de jouer à l'amigo, plutôt que le brunch avec des trans, des cocaïnomènes livides en redescente et des michtos. Oui, je préfère la pétanque au paddle. Oui, je préfère un lac froid et coincé entre deux vallées qu'une baignade dans un fleuve dégueulasse avec plein de zazou. Oui, je préfère le vigneron au nez rouge qui me fait goûter son dernier pinard même pas étiqueté à la dégustation de vin à l'aveugle de merde sans âme bio non filtré sans sulfite. Oui, je préfère le barbecue Ricard à la soirée drag queen à Pigalle. Oui, je préfère mon pote au camion de pizza qui sue sur sa sauce tomate au testi crousti. Bon, vous l'avez compris les amis. Tout ce qui a trait à Paris m'exaspère au plus haut point. J'ai honte. J'ai honte de notre capitale alors que je devrais en être fier. Je devrais rêver d'y habiter en fait. Là, comme beaucoup de Français, je la vomis. Elle symbolise tout ce qui ne tourne pas rond dans ce pays. Donc, si jamais vous ou vos enfants, vous avez dans l'idée d'y habiter, réfléchissez bien les amis. Réfléchissez-y à 2, 3, 4 fois même. Est-ce que vous avez envie d'habiter dans une ville où le risque de terrorisme est permanent, où dès qu'il y a un match de foot qui ne tourne pas dans le sens d'une certaine communauté, des voitures vont brûler et des commerces vont être saccagés et pillés? T'imagines, tu t'es
crever le cul pour épargner comme un misérable et ton bien, ta bagnole, ou pire, ton fonds de commerce, se fait détruire par des banlieusards qui s'en tamponnent le coquillard du foot et qui veulent juste tout voler, tout vandaliser et tout saccager pour le simple plaisir. Mais t'as envie de te tirer une balle en fait. Je pose pas un portrait peu flatteur, ce sont des choses qui se sont produites le mois dernier en fait, et qui sont loin d'être les premières et très loin d'être les dernières. Ça va continuer encore et encore, jusqu'à ce que le peuple pète un boulard. Quand les agriculteurs montent à Paname, tout le monde se chie dessus en fait. Mais un jour ils seront plus seuls. Un jour tout le monde va monter et tout le monde va retourner la ville. Là il va y avoir un coup de propre. Là on va pouvoir peut-être redresser notre capitale et a fortiori notre pays. D'ici là, les amis, économisez votre temps et votre argent. Les rares trucs stylés qu'il peut y avoir à Paris, parce qu'il y en a, faut pas non plus être totalement abject, mais ces monuments et ces quartiers ne valent pas tout le scam qu'il y a à côté. Fin de l'épisode, fin du rant sur Paname. Les copains et les copines, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des épisodes. J'essaie d'en faire un par semaine, ou du moins tous les 10 jours pour vous régaler. Mettez un like si vous appréciez cette émission et partagez-la à vos proches pour leur faire prendre la pilule rouge. D'ici là, n'oubliez pas le cochonnet, le sauciflard et le limonadier dans votre valise. Je vous envoie plein d'amour. C'était Oracle, vous pouvez sortir de la matrice.